est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva. A second hydrogen explosion occurred at a beleaguered nuclear power plant in Fukushima Prefecture in Japan on Monday. 6 people were reported injured in the blast that happened at reactor number 3 at the Tokyo Electric Power Company, or TEPCO. A similar blast occurred at the plant's number 1 reactor on Saturday. After attempting to cool the reactor from that blast, officials had warned that an additional explosion was possible because of a hydrogen buildup inside the area that houses the reactor. Speaking to reporters, officials said repeatedly it was unlikely there would be any radiation leakage. Still, people waiting to be evacuated from Saturday's blast were ordered back indoors. A badly wounded nation is already dealing with fallout from an earthquake and subsequent tsunami, with a teetering nuclear plant compounding matters tenfold. Julie Noche, Reuters. Situation de plus en plus préoccupante sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi. Le gouvernement japonais vient de déclarer qu'un processus de fusion était peut-être en cours dans 2 des 6 réacteurs que compte la centrale. Nous pensons qu'il est hautement probable qu'une fusion soit survenue. Nous ne pouvons pas vérifier ce qui se passe au cœur du réacteur, mais nous prenons des mesures en partant de cette hypothèse. Après l'explosion d'une partie du réacteur numéro 1, explosion qui aurait fait 1 mort et 11 blessés, une nouvelle panne très grave concerne cette fois-ci le réacteur numéro 3. Les barres de combustible de ce réacteur auraient été découvertes sur une hauteur de 3 mètres. Un risque d'explosion est évoqué. L'évolution de la situation a provoqué de nouvelles fuites de radiation. Le gouvernement reconnaît que 9 personnes présentes sur le site ont été irradiées. En ce qui concerne ces 9 personnes testées positives, seuls leurs vêtements et leur peau sont contaminés. Il va falloir retirer cette contamination et nous allons aussi faire des examens médicaux pour voir s'ils ont été exposés à des radiations internes. D'après les spécialistes, quand la contamination reste à la surface de la peau et des vêtements, il n'y aurait pas de risque pour la santé. La situation est également préoccupante dans une autre centrale, celle de Fukushima Daini, située 12 km au sud de Fukushima Daiichi. Autour de ces 2 centrales, les autorités ont ordonné l'évacuation de plus de 200 000 personnes. Des préparatifs sont en cours pour la distribution de pastilles d'iode aux populations afin de saturer la thyroïde des gens qui pourraient être exposés à des radiations. Les informations dont on dispose aujourd'hui nous permettent à minima de dire qu'il y a eu des rejets dans l'environnement, avec un risque de contamination des populations. Aujourd'hui, ce que nous ne sommes pas en mesure d'affirmer, c'est l'enchaînement des choses. Nous ne savons pas si nous allons aboutir à une catastrophe nucléaire d'une ampleur jamais connue, ou si la situation sera plus ou moins maîtrisée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour au moins un réacteur, la fusion a déjà commencé. Ce que nous ne savons pas, c'est que va-t-il advenir des autres sites et quels seront les niveaux de radioactivité qui seront relâchés dans l'atmosphère. Les risques d'une exposition à des radiations, selon le niveau d'exposition, peuvent être dus de mutations génétiques, au développement de cancers, voire à une mort immédiate si les niveaux de radiation sont très élevés. À ce stade, on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas dire qu'il va y avoir des morts dans les prochaines heures, puisqu'on ne connaît pas exactement les niveaux de dégagement. Mais on sait qu'il y aura des impacts sur la santé à plus ou moins long terme. Sur la question du risque d'une catastrophe nucléaire au Japon, le président de l'autorité de sûreté nucléaire reconnaît que la situation est à l'évidence grave. 11 réacteurs ont été automatiquement arrêtés suite au séisme du côté de la côte pacifique. Mais ce matin, l'un d'entre eux, celui de la centrale de Fukushima, a subi une explosion. Et c'est cette explosion qui inquiète aujourd'hui l'autorité. Son président assure qu'une analyse de cette nouvelle situation est en cours. Il existe une situation grave au Japon sur au moins l'une des centrales nucléaires. Il n'apparaît pas du tout à l'ASN qu'elle puisse intervenir sur la gestion même de la crise au Japon. La gestion de cette crise au Japon, c'est l'affaire de l'exploitant nucléaire, c'est l'affaire de l'autorité japonaise. Au cours de sa très brève allocution, le président de l'ASN a donc reconnu son impuissance. Selon lui, la France ne dispose que de très peu d'informations quant à l'évolution de la situation sur place, mais signe de l'inquiétude. Ici, l'autorité de sûreté nucléaire annonce qu'elle renforce actuellement la surveillance de la qualité de l'air en France. Les données collectées seront mises en ligne sur le site de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un point positif tout de même pour André-Claude Lacoste, la direction des
des vents au Japon. Il repousserait actuellement les fumées radioactives vers le Pacifique. Au moment où nous nous parlons, c'est un accident grave, mais ça n'est pas une catastrophe nucléaire. Ça n'a strictement rien à voir à ce stade avec Tchernobyl, ni dans les explications, ni dans l'enchaînement des faits, ni a fortiori au moment où nous nous parlons, dans les conséquences. Aujourd'hui, ont été relâchées dans l'environnement en fait des émanations de vapeur faiblement radioactives qui, au moment où nous parlons, ne semblent pas devoir être dangereuses pour les Japonais eux-mêmes, donc forcément pas dans les territoires d'outre-mer. Bon, nous nous sommes néanmoins posé la question de savoir s'il y avait, s'il se développait un nuage radioactif, quelle serait la direction qu'il prend. Les prévisions météo indiquent que jusqu'au 15 mars, les vents devraient souffler dans la direction du Pacifique. On ne peut pas parler d'un autre Tchernobyl. Ce qu'on peut dire, si le combustible continue de s'écouler et de brûler, et si l'eau continue d'alimenter le système, alors on pourrait voir ce combustible traverser le premier conteneur de sécurité en acier et arriver dans le deuxième sas de sécurité, l'enceinte de béton. Tout cela est arrosé d'eau de mer, ce qui devrait maintenir le combustible assez froid. Mais comme c'est la première fois qu'on assiste à ce phénomène, il faut attendre pour être sûr. Ils savaient que c'était une zone à risque en construisant la centrale. Ces centrales étaient faites pour résister au séisme. Et elles ont résisté très efficacement. De nouveaux séismes, des répliques, même si ça n'aidera pas, ça ne ferait pas non plus une grande différence. La cuve en acier, le système de sécurité le plus important, toujours intact, est fait pour résister au séisme. C'était une très bonne idée que d'évacuer les gens. D'abord parce que c'est bon pour leur tranquillité d'esprit, et puis ça donne plus de flexibilité pour travailler sur la centrale. On peut même envisager de relâcher dans l'atmosphère des petites quantités de matériaux radioactifs, puisqu'on sait qu'il n'y a personne aux alentours pour les inhaler. Je pense donc que c'était très responsable de les évacuer. L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva. Voilà, inquiétude en effet, parce qu'il y a une dépêche qui nous arrive en disant qu'à Copenhague, il y a une véritable ruée dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes d'iode pour se protéger des retombées radioactives. Ça va, au-delà de l'inquiétude. On peut demander une menace. Là, voilà, on peut demander au docteur Pellerin, oui. Oui, alors je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. J'ai eu ce matin des informations directement des services scandinaves avec lesquels nous travaillons dans le cadre du centre international que je dirige. Et ce sont des gens très solides qui m'ont dit exactement ceci. Hier, on est arrivé en iode 131 à 10 becquerels par mètre cube d'air, et maintenant c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine, sur le plan européen et mondial d'ailleurs, et qui est très intéressant à suivre pour les enseignements qu'on en tirera sur le plan des mouvements d'air, des masses d'air éventuellement radioactifs provenant d'un accident, mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Bien, merci pour tous ces détails. Que faut-il attendre maintenant Je crois que d'abord, il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. Pas de danger pour la population.
comporte pas de danger pour la population. Avec nous sur ce plateau en direct, Valéry Giscard d'Estaing, avec qui nous allons parler notamment du prochain sommet de Tokyo. Mais tout de suite, Monsieur le Président, peut-être un rapide commentaire sur l'événement du jour, à savoir cet accident survenu dans la centrale nucléaire en Union soviétique. D'après ce qu'on sait, vous l'avez dit, je crois tout à l'heure, c'est un accident civil, ça n'a en tout cas aucune implication de caractère militaire. C'est un accident dans une centrale dont nous savons qu'elles sont construites avec des règles de sécurité très inférieures aux nôtres. D'abord parce que la technologie est une technologie plus rustique. Vous avez vu qu'il y a un seul circuit d'eau au lieu d'avoir deux circuits isolés de refroidissement. Et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'enveloppe protectrice. Et que donc lorsqu'il y a une fuite ou une sortie, elle n'est pas interceptée par un système de protection. Je crois que d'abord il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. C'est un accident qui est arrivé il y a déjà quelques jours, on pense que c'est samedi après-midi en réalité. Les soviétiques nous l'ont annoncé qu'avec un certain retard. Ils l'ont annoncé parce que sans doute on l'a repéré notamment au-dessus des pays scandinaves. Alors je crois qu'il faut manifester notre solidarité, c'est un accident civil. Sans doute la population locale en Ukraine a été éprouvée et s'il y a des manifestations de solidarité vis-à-vis d'un accident dans une centrale comme dans une grande usine chimique ou métallurgique, il faut que la solidarité internationale se manifeste. Et j'adresse mes condoléances aux victimes de cet accident dans une centrale nucléaire soviétique. Alors, si vous voulez, Monsieur le Président, venons-en à un tout autre sujet. L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva.